Domitis, entre terre et eau, c'est parti! Dans la région, on a toujours ramassé des huîtres, pas forcément cultivées, mais même du temps des Romains. Les Romains venaient jusqu'ici, depuis Rome, pour chercher leurs huîtres pour leur banquet, qui ramenaient à Rome. Puis on a commencé après à vraiment cultiver dans les années 1870, où des parcs ont été attribués, d'abord aux veuves de marins sur Ronces-les-Bains, pour qu'elles puissent cultiver et pouvoir vendre leurs huîtres. On achète notre naissin quand il fait 1 mm, et donc on le fait pré-grossir en nurserie. On les trie par grosseur une fois par semaine et dès qu'elles font 1 cm, on les sort en mer. Après en mer, tous les 15 jours, tous les mois, on va brasser nos poches. On les retourne pour pas que les huîtres se collent entre elles. Pour qu'une huître s'appelle Maranoleron, il faut qu'elle soit passée en clair, avec une densité particulière et un temps. L'aspect agréable, c'est qu'on cultive quelque chose qui grandit. Donc on le voit dès sa naissance, parce qu'acheter des huîtres à 1 mm, c'est vraiment quasiment dès la naissance. Et on va les cultiver pendant 3 ans. Donc l'aspect agréable, c'est comme ça, c'est de produire quelque chose qui va faire plaisir aussi aux gens. Quand on est dans un métier comme celui-ci, j'ai toujours grandi avec des bottes. On m'a toujours emmené à la cabane. Après, c'est un choix quand même. On ne m'a pas obligé à le faire, mais c'est vrai que je suis la 5e génération. Quand on peint la cabane, on choisit la couleur qu'on va mettre dessus. Si on aime bien le vert, on met du vert. Si on préfère le jaune, on met du jaune. Puis on regarde un peu autour, on se dit tiens, lui, il est rouge, alors je vais pas remettre du rouge, moi je vais mettre autre chose. Et puis... On a vu le chaland de Madame Coutan passer, ouais. Ouais, c'est ce qu'elle avait dit, elle est passée à l'heure qu'elle avait prévu. Elle est incroyable de vitalité. Sa mère, je sais pas le prénom. Les cabanes, elles ont été construites, disons, progressivement à partir des années 1800. C'était des espèces de cahutes en roseau, etc. Puis après, les ostréiculteurs progressivement les ont durcis pour travailler à l'intérieur plus à l'aise. Quand c'est dans des endroits qui ne sont pas intéressants, comme c'est le cas aujourd'hui sur la Grève, il n'y a pas de professionnels qui cherchent à racheter les cabanes des gens qui cessent leur activité. Ça s'arrête comme ça naturellement, ça devient un restaurant, ça devient une boutique, ça devient un marchand de fleurs, ça devient... enfin j'en sais rien. Devant 2-3 garages. Et en plus, les gens... Mais c'est un domaine. C'est un domaine. 18, on va prendre des meilleurs. C'est l'autre route. C'est l'autre route. Si, sur ma aussi, mais... Papa n'est pas d'ici. J'ai pas cette habitude et... Je mange pas avec. Excellente. Délicieuse, quand est-ce que vous les goûtez? J'en ai envie d'en reprendre d'autres. Monsieur Léger, vous mangez pas. On fait-toi plaisir. Pas tous les jours. J'invite pour les résidents, j'invite Maxime parce que ces résidents ont envie de manger des huîtres. Et la lanterne des bords. Délicieuse. Quand j'avais goûté, je ne l'aimais pas. C'est pour ça que je suis étonnée. Les particularités de mon métier, c'est qu'on travaille avec les saisons. En hiver, on s'occupe du gros œuvre, du début du circuit du Marais Salant. À partir du printemps,
on fait donc le nettoyage de la saline, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les boues pour retrouver le bel argile, pour pouvoir en été produire du sel. Et à l'automne, on se repose. Dans la cuisine, en général, on a du sel fin. Donc le sel fin, il n'existe pas à l'état naturel, c'est forcément du gros sel qui a été moulu. Parce que finalement, dans le sel fin, on perd le croustillant. Et c'est quand même hyper agréable d'avoir ce petit croustillant. Donc la fleur de sel, elle permet d'avoir à la fois de la douceur et à la fois du croustillant. Moi j'ai choisi de faire de la vente directe, donc je vends tout mon sel dans ma boutique. J'ai la chance d'être dans un endroit qui est touristique, donc ça veut dire que surtout en juillet-août, il y a beaucoup de passages devant ma boutique et les clients rentrent et ils achètent le sel. Et donc moi je fais que de la vente directe. Vous avez exercé plusieurs métiers. Pourquoi avoir choisi celui-ci? J'avais très envie d'apporter ma contribution à nourrir les gens. J'ai grandi à l'île de Ré, donc je connaissais aussi des sauniers. Et ben, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans la production de sel. Ça avait un intérêt de faire ça à la Tremblade. Il n'y avait pas d'autres producteurs avant. Donc je me suis dit, allez, je vais me lancer dans la production de sel à la Tremblade. On peut moderniser un petit peu le job de l'agriculteur. Et moi, j'aime bien l'angle de ce que j'appelle un guide paysan. J'aime expliquer aux gens que tous les bassins, ils sont connectés. Ils sont connectés à un ruisseau qui permet d'amener l'eau de mer. Dans les bassins, on peut produire à la fois des huîtres, des gambas, mais aussi historiquement, on y a produit du sel. Et je trouve que c'est quand même aussi sympa de parler de son produit que de le produire réellement. L'idée, en fait, c'est de rendre hommage au travail des anciens. Donc pour faire le marais salant, on a besoin d'argile, on a besoin de soleil, on a besoin de la marée haute. Donc moi, j'utilise toujours le même chenal qui a été fait il y a plusieurs centaines d'années, qui permet de récupérer de l'eau salée à marée haute. J'utilise cette cabane, il y a des traces de cette cabane qui montre qu'elle était existante en 1858. Donc voilà, je suis très fier de pouvoir l'entretenir, d'être dedans. Je trouve qu'elle a quand même une âme intéressante. Le marais salant, donc comme vous avez vu, là je travaille qu'avec des outils en bois, donc c'est un travail qui est très lent, mais qui entretient aussi notre corps. Ça correspond à notre paysage est entouré de bassins avec lesquels historiquement il y a eu des marais salants qui ont été faits. Donc voilà, moi ce que j'aime, c'est que les gens après ils repartent et ils voient les cabanes différemment, ils voient les bassins différemment, ils voient tous nos petits chenaux un peu différemment pour qu'ils comprennent le sens que ça a. La vache partenaise tient son nom du fait qu'elle provienne de la région Gâtine-Poitevine, donc proche de Parthenay. Donc c'est une vache qui a été utilisée à l'époque pour travailler dans les champs. Dans les années 1870, il y avait à peu près 1 million de têtes. Et suite à la mécanisation de l'agriculture, les agriculteurs ont moins utilisé les bêtes. À la suite de ça, il y a eu aussi une invasion de pucerons qu'on appelle le phylloxéra. On faisait mourir les pieds de vigne et les viticulteurs ont dû retrouver une autre profession pour combler donc les récoltes. Dans les années 80, il n'y avait plus que 7500 bêtes, c'était plus qu'une douzaine d'éleveurs. Pour sauver la race, les 12 éleveurs ont donc décidé de créer une association. Grâce à cette association, on a pu avoir le label rouge sur la race partenaise. Le label rouge est un gage de qualité pour nous et pour nos clients. Quelle est la particularité gustative de cette viande? La race partenaise a des propriétés gustatives assez intéressantes. Au niveau de la tendreté, de la jutosité de la viande, vous avez un grain qui est assez fin. C'est une viande aussi qui va avoir plus de morceaux nobles tendres en fait, donc on va pouvoir passer en rôti, beefsteak, voilà, des choses plus tendres plutôt que de le passer en viande hachée. En tant que boucher, quelle partie de la bête recommanderiez-vous? Je vous recommande personnellement à cette saison de la basse-côte,
ou côte de bœuf, mais pour moi la basse-côte va être un petit peu plus tendre dû à son persillage, vous allez avoir des petites veines de gras, donc ça va rendre le morceau beaucoup plus moelleux et ça va apporter un petit peu de goût. Après, au niveau des périodes hivernales, vous serez plutôt sur du jarret de bœuf ou de la boîte à moelle, un petit peu gélatineux. Mon exploitation fait 140 hectares. Nous avons choisi de faire de l'élevage sur cette exploitation parce que les terres sont plutôt hydromorphes et on ne peut pas faire de grandes cultures. Et de tradition en Gâtine, on a quand même beaucoup d'élevage. Donc on a choisi de faire l'élevage de vaches allaitantes et de chèvres parce que les deux productions sont complémentaires. Vous voyez, comme vous pouvez voir, les chèvres occasionnent beaucoup de refus et les vaches allaitantes valorisent ces refus. Le principe de l'exploitation, c'est de produire au maximum tout ce qu'on fait manger aux animaux. Toute la surface sert surtout à l'alimentation des animaux pour pouvoir bien garder ce côté terroir. C'est-à-dire que le fromage, il est fabriqué sur la ferme de Barou et avec les fourrages de la ferme de Barou. Un sol avec des particularités plutôt acides, donc ce qui donne une vraie caractéristique par rapport à d'autres produits. De mon point de vue, ce qui est intéressant et qui se développe sur les fromages, c'est dans le lait au départ. Et c'est ça qui va se développer sur les fromages qu'on va voir s'affiner petit à petit. Donc alors, comme on a pu assister tout à l'heure à la traite, par la suite, nous allons transformer le lait en fromage. Cette transformation se fait suivant plusieurs étapes. Donc on a mis le lait tout à l'heure à prendre, donc on l'a mis à refroidir pour maturer, laisser développer toutes les bactéries qui sont à l'intérieur, les bonnes bactéries, afin de faire un fromage assez typique. Donc après cette étape-là, on va emprésurer le lait. Là, un coup d'eau, on va prendre, c'est un produit désinfectant. C'est parti, on peut aller en fromagerie. Le moulage interviendra que 24 heures après. Ensuite, après le moulage, on va avoir un premier retournement des fromages avec un premier salage des fromages. On sale une deuxième fois les fromages et ensuite on va rentrer dans le cycle du séchage, puis ensuite de l'affinage.
Parmi les fromages de chèvre que vous fabriquez, quelle est la spécificité du Mottet et du Chabichou? Le Mottet sur feuille, lui, c'est un fromage plutôt plat qui s'affine sur une feuille de châtaignier. À l'automne, au mois de novembre, on va cueillir les feuilles de châtaignier dans les arbres. Il faut qu'elles soient sèches quand on les cueille. Et ensuite, on place cette feuille sous le fromage au bout de 2 jours, 3 jours ou 4 jours. Et le fromage ensuite va faire tout son affinage sur la feuille. On ne retourne plus. Donc alors nous, la particularité sur notre exploitation, c'est de vendre 90% de notre production directement aux consommateurs sur les marchés. C'est un choix, hein. Donc les filles qui travaillent avec moi, elles font la moitié du temps, la moitié de leur temps elles fabriquent, et la moitié du temps elles vont vendre. L'intérêt, c'est de pouvoir parler de ce qu'on a fabriqué et d'avoir un retour sur son travail. Alors c'est mon frère, à la suite des événements du Maroc, il fallait partir du Maroc et il est venu donc en France pour voir quelle affaire il pourrait prendre. Et en venant visiter Angoulême, on lui a proposé ce domaine qu'il a acheté en 1962. Alors il a commencé d'abord par des céréales, de la laiterie, et ensuite, voyant les environs, il s'est mis à faire de la vigne. À la suite du décès de mon frère, le fils aîné, il était professeur dans une école d'agriculture, a pris la propriété. Le cognac est un produit d'exportation. On exporte le cognac à 98% à peu près. L'élaboration du cognac commence à la récolte, mois de septembre, octobre. Voilà, donc on vinifie notre vin blanc. Une fois vinifié, ce vin blanc sera soutiré pour être distillé. À partir du moment où la fermentation alcoolique est terminée, on peut distiller. Donc la distillation, en ce qui me concerne, donc, dure environ 3 mois. Oh, on a de l'énergie, hein. Oh là là. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? C'est très bon et ça sent bon. Que le cuivre est un métal qui est bon conducteur de la chaleur. C'est pour ça que la marmite est en cuivre. Et l'ensemble de la tuyauterie, le serpentin, est en cuivre parce que ce cuivre joue un rôle de catalyseur important pour l'élaboration des composants du cognac. L'alambic, dans le cahier des charges, est obligatoirement en cuivre. Donc on ne peut pas distiller dans du verre ou dans l'inox. Sinon, ça ne serait pas un produit relativement fin, subtil. C'est un petit peu comme les confitures que l'on fait cuire dans du cuivre aussi, parce que la confiture est différente. Là, notre produit est différent grâce au cuivre. Une fois distillé, l'eau-de-vie blanche est répartie dans des fûts pour permettre son vieillissement. Que le stockage du cognac se fait obligatoirement en fût de chêne. Le fût dans la région Cognac, c'est un fût de 350. Moi, j'ai des fûts de 400 litres, ce qui permet un bon échange entre le bois et l'eau-de-vie. Si on utilise le chêne, c'est parce que le chêne convient bien à l'eau-de-vie de cognac. Le chêne apporte les éléments indispensables au cognac. Le chêne apporte de la finesse, de l'élégance, et permet au cognac de bien vieillir et longtemps. Et après ces fûts-là, que deviennent-ils quand vous ne les utilisez plus? Ces fûts, je les utilise longtemps. Un fût de cognac peut être utilisé pendant une quarantaine d'années. Et ces vieux fûts sont très intéressants, notamment pour certains producteurs de whisky, qui recherchent des vieux fûts à cognac, parce que dans un fût vide, vous avez pratiquement une dizaine de litres d'eau-de-vie de cognac qui est emprisonnée. Ça permet d'améliorer et apporter un parfum supplémentaire à certains alcools.
Villebois-la-Valette est connu par son château féodal et également par les vieilles halles qui datent du XVIIe siècle et aussi par ses venelles qui sont très intéressantes à visiter et qui conduisent notamment à l'endroit où se trouvait autrefois l'ancienne justice de paix au XIXe siècle. De nos jours, Villebois-la-Valette est surtout connue par la fameuse cornuelle. Eh bien, cette cornuelle, on la doit à un monsieur Jean Moreau, qui, à la fin du 19e, au début du 20e, après avoir effectué son tour de France, est venu s'installer dans cette maison parce qu'il a créé la deuxième boulangerie de Villebois-la-Valette. Eh bien, la cornuelle a une forme triangulaire parce que certains disent qu'elle a une origine chrétienne et représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, certains la mettaient autour du cou pour la déguster le long du chemin. Aujourd'hui, malheureusement, il n'existe plus qu'un seul boulanger, Monsieur Jean-Philippe. Oui, il faut une deuxième plaque, oui. Ils sont très friands des trous pour le café, le thé. C'est l'intérieur de la cornuelle. Ça, il n'y a pas de perte et les gens aiment bien acheter ça en sachet. Voilà. Là, je mets les grains d'anis. C'est à base d'anis. C'est des petits grains à base de sucre et d'anis. On va les mettre au four. Alors voilà, c'est parti pour un quart d'heure, 20 minutes de cuisson. Voilà la cornuelle. Hein. Alors la recette, bien sûr, je ne vais pas vous dire le petit secret, mais bon, je vais vous dire les grandes marges. Alors il y a de la farine, du beurre, des œufs, il y a un arôme, il y a un petit truc que je ne peux pas vous dire. Bien sûr, c'est la recette traditionnelle de Villebois-la-Valette, donc vous en saurez pas plus. Voilà. Je peux prétendre à la retraite dans 15 mois. Je transmettrai la recette que l'ancien propriétaire me l'a transmis il y a plus de 20 ans. La cornuelle, on en fait dans toute la Charente. Après, les autres concurrents ont leur petite recette à eux. Hein, et voilà, ils la déclinent à leur façon après. Nous, on a la recette traditionnelle qui a été créée par Monsieur Moreau. C'est la grande taille de la cornuelle. Après, on la dérive en la petite taille. Ça, on l'a fait en sachet de 5 cornuelles. Ça, on en fait toute l'année parce que c'est pour les gens qui visitent le château et qui fait le circuit, qui parlent beaucoup de la cornuelle, donc on leur fait ces petites tailles. Cette grande taille, c'est juste pour la période des rameaux.
la foire des rameaux déjà depuis 1860. Mais elle a donc été mise au goût du jour dans les années 60 et c'est une grande fête. On met en valeur cette fameuse cornuelle créée par M. Jean Moreau au début du XXe siècle. Très bonne pâtisserie. On est très heureux d'avoir choisi ce sujet. Hein. Ah oui, vraiment. C'est joli. Ça se voit. On est gourmande. Rouge, blanc. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup.